Il semble que nos désirs les plus profonds se révèlent dans des lieux inattendus, où ils nous surprennent et nous assiègent, nous prennent à la gorge et nous coupent le souffle. C'est la situation qui fait ressortir chez la majorité des gens leur potentiel caché. C'est ça, ce sentiment d'ivresse, qui fait que beaucoup de gens deviennent des animaux. Et je me demande si je n'ai pas peut-être développé une dépendance à l'humiliation. Le monde est un champ de mines et c'est la seule maison que nous ayons. Les étoiles et les mines, c'est ce qui reste ici. Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, rebonjour. Nous sommes le 4 mai 2024 à la Maison Rousseau et Littérature à Genève. Et c'est la 46e séance des Parleuses, qui demande à des autrices de revisiter l'histoire de la littérature d'un point de vue non sexiste. Merci beaucoup à toute l'équipe de nous accueillir et tout particulièrement à Eva Cousido qui était à l'initiative de l'invitation. Nous avons traversé ensemble un superbe atelier d'arpentage et aussi un, je crois, superbe atelier d'écriture. Cet épisode a été imaginé avec l'autrice Salomé Kiner que j'ai la joie d'avoir à mes côtés. Salomé, tu es née en 86 dans le Val d'Oise d'un père russe et d'une mère italo-suisse. Tu as été journaliste à Télérama, France Culture, Rue 89, Arte TV, Le Temps. Et c'est avant tout comme ça que je t'ai connue, tu es écrivaine. Tu as publié en 2021 Grande Couronne aux éditions Bourgois. Et ce que j'ai découvert dans un second temps, c'est que tu es aussi une immense lectrice. Et tu as choisi aujourd'hui de nous parler de l'autrice croate incroyable qui m'était jusqu'alors complètement inconnue, Dubravka Ugrešić, qui est traduite en français par Chloé Billon. Je te laisse la parole. Vraiment, comment naissent les histoires ? Vraiment, comment naissent les histoires ? Je suis convaincue que beaucoup d'écrivains se posent la question, même si la plupart évitent d'y répondre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la réponse, et peut-être aussi parce qu'ils craignent de se comporter comme ces médecins qui n'utilisent pour parler avec leurs patients que des termes latins. Certes, ils sont de plus en plus rares, afin d'établir sur lui un ascendant qu'ils ont de toute façon, et de le maintenir dans une position d'infériorité, dans laquelle il se trouve qu'ils le veuillent ou non. C'est pourquoi les écrivains préfèrent hausser les épaules et laisser le lecteur croire que les histoires poussent comme du chien-dent, ce qui vaut peut-être mieux. Vraiment, comment naissent les histoires ? Cette phrase, c'est l'incipit de La Renarde, le dernier livre de Dubravka Ugrešić. L'histoire, comment dire ? Ça commence au Japon, au début du XXe siècle, où Boris Pilniak, auteur soviétique, écrit, c'est le titre, une histoire sur comment naissent les histoires. Puis nous sommes à Moscou, au milieu des années 70. Une jeune chercheuse yougoslave prépare un mémoire sur Boris Pilniak, l'écrivain soviétique qu'on vient de croiser au Japon. 20 ans plus tard, nous sommes à Naples, dans une conférence dédiée aux migrations européennes. La jeune chercheuse yougoslave, devenue écrivaine, devenue exilée, est invitée à s'exprimer au milieu des politologues, des sociologues et autres zogues assermentés. Puis nous sommes à Kuruzovac, à une 50aine de kilomètres au sud de Zagreb. La narratrice vit désormais à Amsterdam, chassée de son pays par les nationalistes. Elle retourne dans la campagne croate parce qu'un admirateur inconnu lui lègue une maisonnette en bois habitée par un démineur que visite régulièrement un renard. Plus tard encore, Dubravka Ugrešić, ou plutôt la narratrice, son double aux contours volontairement flous. Bref, cette conteuse hors pair nous emmènera à Nottingham où
chez une spécialiste de l'avant-garde russe, à New York, où elle questionnera le sentiment d'appartenance et de foyer, sous le mur de Berlin à la recherche de chefs-d'œuvre oubliés, et même dans le Grand Canyon pour une virée avec Vladimir Nabokov, qui tombera nez à nez sur le pubis rouquin d'une bibliothécaire. Le renard, on sait ce que c'est. C'est l'animal totem des écrivains. On l'associe à la ruse, à l'adresse, à l'arnaque, à la flatterie, au mensonge, à la solitude, à la friponnerie, au charme. Mais la renarde, c'est quoi ? Un roman autofictionnel ? Un essai fictionnalisé ? Un recueil de nouvelles ? Un récit patchwork ? Ce livre parle beaucoup d'elle. Pourtant, Dubravka refusait l'autobiographie. Ce qu'elle cherchait, c'était la vérité qui se cache derrière chaque histoire. Ok, alors disons que La Renarde, c'est 473 pages, 6 parties, des sous-parties, des chapitres, des exergues, des citations, des notes de bas de page, des livres à l'intérieur du livre, des personnages réels, des biographies inventées, des contes traditionnels, des récits contemporains, des pays qui n'existent plus, des bus touristiques, des ruines littéraires, des veuves malicieuses et des forêts pleines de mines où se cachent une quantité de vulpes, de goupils, de kitsune, toute une bande de canidés à poils roux, des créatures allégoriques ou des bêtes domestiquées avec une traîne de couleur cuivre qui tourne sur elles-mêmes comme autour de cette question. Vraiment, comment naissent les histoires ? Si c'est un interrogatoire, voici les indices dont je dispose. Chaque œuvre porte en elle sa forme qu'il faut trouver. À ce stade, nous avons plusieurs hypothèses. La Renarde est un labyrinthe, son minotaure est la littérature. La Renarde est un patchwork, cousu au fil rouge de la création littéraire. La Renarde est un trampoline, le genre de livre qui nous projette vers d'autres livres. La Renarde est une acrobate, elle maîtrise le triple salto des figures de style enchaînées mais retombe toujours sur ses pattes, comme les renards quand ils enjambent les clôtures. Au fond, s'il fallait ne retenir qu'un mot, pour parler de La Renarde, je dirais que c'est une enquête littéraire sur les identités mises à l'épreuve du temps, de l'espace et de la guerre. Une enquête sur la place des femmes dans les récits. Une enquête sur la forme changeante des totems. Et bien sûr, une enquête pour répondre à ces fameuses énigmes. Vraiment, comment naissent les histoires ? L'histoire que je vous raconte naît en 1949, à Kutina. C'est une petite ville industrielle de ce pays qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de Croatie, mais qui s'appelle encore Yougoslavie quand vient au monde le sujet de ma propre enquête, Dubravka Ugrešić. Signe astrologique, poisson. Signe distinctif, autrice, essayiste, romancière, traductrice, universitaire, nullipare, féministe, antifasciste et transnationale. Mais déjà, mes pistes se brouillent. D'après les indices dont je dispose, cette histoire pourrait aussi bien naître en 1926. C'est la date du voyage de Boris Pilniak au Japon. C'est l'année où il écrit sa fameuse « Histoire sur comment naissent les histoires », un texte d'une dizaine de pages qui sert de point de départ à La Renarde. Mais 1926, c'est aussi l'année de naissance de Veta Ugrešić, la mère de Dubravka. Elle n'est pas yougoslave, elle est bulgare, née sur les rives de la mer Noire. À 20 ans, en se promenant sur le port de Varna, elle rencontre un marin. Il a un merveilleux sourire. Il vient de Zagreb. Pour le rejoindre, elle quitte en train son pays dévasté par la guerre. Arrivée à destination, elle ne fréquente pas longtemps le marin. C'était un voyou, racontera-t-elle plus tard à sa fille. Et sa fille le mettra dans un livre. Le musée des redditions sans condition. Un roman sur les états d'exil, sur les objets de la mémoire et sur les identités fragmentées. Dubravka le dédie à sa mère, Veta Ugrešić. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai aussi dédié un roman à ma mère ou si c'est parce que j'ai grandi dans une famille d'exilés, mais j'ai beaucoup corné les pages de ce livre. Des phrases comme Les traumatismes acquis durant les années de formation ne s'oublient jamais.
Certains nomment cela nostalgie. Plus loin, Ugrešić tente cette tentative d'épuisement d'une expérience fondamentale, l'exil. J'aime la manière dont elle tourne autour de sa proie. J'aime les images qu'elle débusque dans des détails. L'exil, ou du moins la forme que j'en ai connue, la vivant jusqu'à l'épuisement, est un état impondérable. Certes, on peut le décrire à l'aide de données objectives. Tampon dans un passeport, points géographiques, distance, adresse provisoire, expériences diverses, procédures administratives pour l'obtention d'un visa, prix d'un sac de voyage. Dieu seul sait le combientième, mais pareille description n'a guère de signification. J'aurais pu lui dire que l'exil est l'histoire des objets que nous laissons derrière nous, des sèche-cheveux, des transistors et des cafetières qu'il faut racheter chaque fois, que l'exil, c'est le changement de voltage et de longueur d'onde, la vie avec un transfo. L'exil, c'est l'histoire de nos logements provisoires, des premiers matins de solitude quand, dans le silence, nous étalons le plan de la ville, y retrouvons notre rue et la marquons d'une petite croix. Nous répétons alors l'histoire des grands conquérants, à cette différence près que ces petites croix sont les seuls drapeaux que nous planterons. Tous ces faits incontestables s'accumulent et à un moment se transforment en lignes illisibles. Et ce n'est qu'alors que nous commençons à tracer notre carte intérieure, celle de notre imaginaire. Ce n'est qu'alors que nous pouvons commencer à décrire avec précision l'impondérable sentiment de l'exil. Écrire pour décrire, crier, créer, décrier, réécrire. Remplacer les jeunes héroïnes noyées à l'eau de rose par des baba-yagas hilars. Remplacer les héros vociférants par des jardiniers démineurs. Déconstruire, déconstruire. Plus loin, cette citation qu'elle pioche chez Isaac Babel et qu'elle répète comme un mantra. Une histoire bien construite n'a pas besoin de ressembler à la vraie vie. Mais la vie s'efforce toujours de ressembler à une histoire bien construite. Cette phrase, c'est l'oracle qui a guidé mon enquête, une prophétie palindrome, une des 1000 ruses de mon autrice. Recto Dubravka, verso Ugrešić. Les pages du livre tournent jusqu'à ce qu'elles se confondent. C'est dans le musée des rééditions sans condition que je glane des indices sur son enfance, même si le livre commence par un avertissement. La question de savoir si ce roman est autobiographique pourra éventuellement, à un moment donné, relever de la compétence de la police, mais elle ne relève en aucun cas de celle du lecteur. 1949, à Koutina, son année de naissance est une période de disette. Le peu qu'on trouve, on l'achète avec des tickets. Sur la table, il y a du chou, des pommes de terre, des pâtes au chou, du ragoût de pommes de terre, du lait de poule pour les enfants. Tout le monde est pauvre. Les lits sont infestés de punaises et les meubles sont couverts de suie à cause de l'usine toute proche. Quand j'essaye de me représenter l'univers qui la voit grandir, j'ai cette image où elle décrit des ouvriers aux cils si noirs qu'on dirait qu'ils sont maquillés. Lorsqu'ils baissent les paupières, ils ressemblent à des poupées. Sa mère aime rire et danser. Son père a des éclats d'obus sous la peau. Sa mère a la passion des livres. Sa fille s'y met aussi très jeune. Dans leur bibliothèque commune, on trouve Balzac, Dickens, Zola et Gertrude Stein. Dubravka se souvient que sa mère aimait les romans portant en titre un nom de femme. Anna Karénine, Madame Bovary, Rebecca. Ces livres lui promettaient une destinée à laquelle elle pourrait s'identifier, une héroïne dont elle pourrait comparer la vie à la sienne. Veta Ugrešić a bien fini par devenir un personnage de roman. Dans le musée des rééditions sans condition, on la voit lutter, aimer, perdre, vieillir. Je crois qu'à un moment, elle a regardé autour d'elle et qu'elle a fait le point. Son ancienne patrie n'existait plus, sa mère, son père et sa sœur étaient morts. Elle n'avait plus aucune raison de retourner là-bas. Sur la carte de son monde intérieur, l'humidité et l'oubli ont commencé à ronger Varna, la transformant en une tâche qui était celle de la perte. Et il y a ce passage dans le musée des rééditions sans condition où la fille qui s'apprête à partir offre à sa mère un carnet de notes avec une couverture à fleurs. Elle lui conseille d'écrire, de tenir un journal. Sa mère refuse, mais quelques mois plus tard, après un long séjour à l'hôpital,
Elle rend le carnet à sa fille. Il est noirci. Sa mère parle de la situation politique qui se tend, des aspirations de sa jeunesse, des souvenirs qui se délavent et s'éparpillent dans les rides de sa mémoire, du regret d'être née femme. Longtemps, je n'ai pas osé ouvrir le carnet à la couverture à fleurs. J'avais mal rien que d'y penser, et puis un jour, je l'ai quand même fait. Et le sel de ces pages s'est répandu sur ma blessure ouverte. Pour penser sa peine, Dubravka Ogresic a cette idée géniale. Elle prélève des extraits du journal de sa mère qu'elle utilise pour fabriquer une conversation tressée dans des phrases empruntées à Isaac Babel, à Borges, à Brodsky. En 3 coups de cuillère à peau, elle installe sa mère à la table de ses messieurs. Elle recolle les morceaux cassés. En japonais, le renard se dit kitsune. Ça ressemble à kintsugi, cet art de réparer les céramiques en les sublimant d'un trait d'or. Je récapitule. L'histoire que je vous raconte naît peut-être à Varna en 1926, ou au Japon la même année, ou en 1949 dans une ville industrielle de la Yougoslavie d'alors. À moins qu'elle ne naisse à Buenos Aires au printemps 2024, 1 an exactement après la mort de Dubravka. Cette piste paraît suspecte, pourtant c'est la plus fiable dont je dispose. Pour vous raconter cette histoire, je dois vous raconter comment naît cette histoire. Quand Aurélie me propose de participer aux Parleuses, j'accepte immédiatement. Et ensuite, je panique. Je piétine pendant des heures devant ma bibliothèque. Moi, j'ai déjà du mal à choisir la couleur d'un briquet quand je vais chez le buraliste, alors choisir une autrice pour un épisode des Parleuses, j'ai des dizaines de candidates possibles. D'abord, je pense, ok, donc nous sommes à Genève, entre les murs de la maison Rousseau, pourquoi pas Alice Riva, Corinne Aby, Anne-Marie Schwarzenbach, ou alors une baroudeuse, Isabelle Eberhardt, Nelly Bly, pourquoi pas. Nelly Bly et son enquête dans un asile me poussent vers celle qu'on internait. La néo-zélandaise Janet Frame, Kate Millett, Zelda Fitzgerald, bien sûr. Ou peut-être les Insoumises, Marie-Claire Blais, Emma Goldman. Une Russe, tiens, une Russe. Pourquoi pas une Russe ? En ce moment, j'ai le besoin de mettre de la poésie dans une région dont l'imaginaire s'est fait dévorer par le champ lexical de la guerre. Je pense à Marina Tsvetaeva, cette géante aux pieds d'argile dont les vers ont traversé mon enfance. Sauf que Tsvetaeva, c'est aussi la guerre, la famine, le suicide. J'aimerais faire entrer la lumière. Et j'en suis là, tergiversant devant les étagères de ma bibliothèque, cherchant une stratégie pour ne pas faire de jalousie quand je pars à Buenos Aires. La nuit porte conseil, les voyages portent les rencontres. La Renarde commence à Tokyo avec un texte de Boris Pilniak, un auteur russe fusillé sur ordre de Staline en 1938. C'est dans les montagnes japonaises que Pilniak aurait donc écrit son histoire sur comment naissent les histoires, un texte d'une dizaine de pages sur lequel s'appuie Dubravka. J'ignore si ce texte existe. Mais je sais que mon histoire avec la Renarde commence à Buenos Aires dans un texte bien réel de Juan Forn, écrivain et journaliste argentin, mort en 2021. C'est mon amie Maria qui me met son livre entre les mains. Yo recordaré por ustedes. Je me souviendrai pour vous. Je découvre le titre et je pense, ça ferait un bon slogan pour les Parleuses, tiens. Cette communauté d'autrices qui se souviennent pour nous d'autres autrices disparues. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois aux signes littéraires. J'entends par signe littéraire une collision ou un télescopage entre le réel et l'écrit. Dubravka Ogresic appelle ça les affinités poétiques. La date de naissance de sa mère correspond à celle du texte de Pilniak sur comment naissent les histoires. C'est une affinité poétique. Si vous ouvrez bien les yeux,
vous en verrez aussi, croyez-moi. Et si vous n'en voyez pas, fabriquez-les comme Dubravka. Les signes littéraires sont les seules divinités que je pratique. Et oui, je pense que les phrases dans les livres sont dotées d'une volonté qui leur est propre, que les mots s'accrochent à nous du bout de leurs griffes sémantiques, et que comme les rossignols sur les hautes branches du chêne, certaines pages chantent pour orienter les âmes errantes. Le livre de Juan Forn, qui m'évoque les parleuses, fait 444 pages. Je l'ouvre au hasard et je tombe précisément sur une chronique qui s'intitule « Dubravka y el zorro ». Dubravka et le renard. Je ne sais pas exactement comment naissent les histoires, mais je sais reconnaître les signes, les affinités poétiques ou les animaux à poils roux quand ils me tombent entre les mains. À Buenos Aires, je décide de suivre la piste d'une autrice yougoslave de langue croate exilée à Amsterdam. Et pour l'attraper, je commence par dresser son portrait robot. Dans la presse, j'apprends que Dubravka Ugrešić est très érudite, lucide, caustique, impressionnante, digne, prudente, sérieuse, réticente à l'usage des téléphones portables, libre, drôle, féministe, irrévérencieuse, militante, qu'elle publie régulièrement des tribunes sur les Balkans pour dénoncer les montées de nationalisme en Europe et pour soutenir la cause des migrants. À cette étape de mon enquête, je décide de contacter des témoins directs. Noémie Sauvage, aujourd'hui éditrice, était son attachée de presse. Sur WhatsApp, elle me répond du tac au tac pour me raconter que oui, elle a rencontré Dubravka à Paris en 2021 pour la sortie de son roman Baba Yaga a pondu un œuf. Elle était charmante et drôle, très généreuse, dit Noémie dans sa déposition. On était allés à Pompidou, elle nous avait parlé des Vierges de fer et des sorcières. Elle était très féministe et ravie de voir qu'on était toutes des femmes assez jeunes. Ce « on », c'est Chloé Billon. Dans mon affaire, plus qu'un témoin, Chloé, c'est une complice. Chloé Billon est traductrice. Sans elle, pas de Baba Yaga, pas de renarde pour les lecteuristes français. Je l'appelle pour lui demander comment naît son histoire. Oui, je me souviens très bien de ce moment où j'ai pour la première fois été en contact avec Dubravka Ugrešić. Je ne l'avais jamais rencontrée vu qu'elle vivait à Amsterdam, où je n'ai personnellement jamais été. Et en tous les cas, dans ma tête, c'était vraiment un monument, donc j'aurais jamais pensé à la contacter moi-même. Je pense que j'aurais jamais osé, même moi, lui proposer de la traduire. Et puis, c'était en octobre 2019. À ce moment-là, j'étais à Belgrade chez des amis qui organisent un festival de BD alternative. Donc, je dormais dans le salon de mes amis. C'était un peu, voilà, les vacances, la fête, le festival. Et puis un matin, je me réveille. Mon ami était déjà parti au travail. Je me fais un café, j'ouvre mon ordinateur et là, je vois que j'ai un mail de Dubravka Ugrešić. Donc, mon cœur n'a fait qu'un bond. Et je l'ai ouvert et dedans elle disait et après de longues années de silence, il semble qu'il y ait à nouveau un sursaut d'intérêt pour mon œuvre en France. Mon ancienne traductrice ne travaille plus. J'ai demandé conseil autour de moi pour savoir à qui m'adresser. On m'a conseillé de m'adresser à vous. Est-ce que vous voulez me traduire? Et là, j'étais vraiment extrêmement émue. Tokyo, Varna, Buenos Aires, Kutina, Pompidou et maintenant Belgrade. Plus j'avance dans mon enquête, plus les pistes se multiplient. Est-ce que c'est ça, être une autrice transnationale ? Adolescente, Dubravka Ugrešić rêvait d'aller à la Sorbonne, d'écrire comme Françoise Sagan, de vivre dans une chambre de bonne et d'avoir un amant de la trempe de Jean-Paul Sartre. Elle étudie finalement la littérature russe et comparée à Zagreb. En 1975, elle passe un semestre à Moscou. Elle fait des recherches sur Boris Pignac. Elle n'ira pas au bout de son mémoire, mais c'est l'écrivain soviétique qui ouvrira les pages de la Renarde. De retour à Zagreb, Dubravka travaille au département de slavistique de l'université. À 23 ans, elle commence à publier des livres pour enfants, puis des traductions, des ouvrages scientifiques sur la littérature russe, des essais. En 81, Dans la gueule de la vie, son premier roman est une parodie de Romance à l'eau de rose, premier des 9 livres traduits en français sur la vingtaine que compte son œuvre. On y trouve déjà ce style, cette empreinte, dirait l'inspecteur.
La technique du collage, quoiqu'elle aime parler de couture, en référence à l'artisanat féminin et au gilet de laine brute que lui tricotait sa grand-mère. En 88, elle gagne un prix d'envergure pour l'offensive du roman Fleuve. 3 ans plus tard, l'assaut a lieu, la Yougoslavie s'effondre, la Croatie décrète son indépendance. Dubravka affirme farouchement son antinationalisme. Les médias et l'opinion publique la prennent en grippe. On lui reproche de faire des mots d'esprit douteux sur la naissance de sa nouvelle patrie. Elle figure parmi les meilleurs écrivains locaux. Ses rivaux masculins vivent mal sa reconnaissance. Elle est mise au banc, décriée, harcelée. Un hebdomadaire local met le feu aux poudres ou aux bûchers en déclarant que les féministes croates violent la Croatie. Sur ce point, j'apporte ici une pièce à conviction, un article de Claire Bataille et d'Anne-Marie Granger publié dans les Cahiers du féminisme en 1992. Nous sommes toutes des sorcières. 5 femmes dénoncées à la vindicte d'éléments fascisants et machistes dans le journal Globus de Zagreb sous forme de fiches policières indiquant leur date de naissance, adresse, biens, voyages effectués, opinions politiques, avec un mélange de faux renseignements, sont traitées de sorcières de Rio. Elles sont attaquées parce qu'elles font partie de familles mixtes, parce qu'elles sont féministes, pacifistes et non nationalistes. Véritable appel au lynchage avec déjà des passages à l'action par des groupes dits incontrôlés, voitures démolies, coups de revolver sur le domicile, membres de la famille roués de coups. Ces femmes défendent la pluriethnicité, la presse indépendante, la démocratie et l'action pacifique. En 1993, acculée, menacée, Dubravka quitte la Croatie. Elle s'installe d'abord à Berlin, puis définitivement à Amsterdam. De l'exil, elle connaissait le voile mélancolique qui drapait les épaules de sa mère. À son tour, elle devient une déracinée. Hej moja dušice, izbaci bubice i svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo gosti. Elle n'a jamais voulu qu'on dise d'elle qu'elle était une autrice croate. Elle se disait transnationale. Elle plaidait pour la reconnaissance des écrivains qui vivent et qui écrivent dans des zones littéraires hors nation. Ceux qui écrivent dans les langues de leur pays d'accueil, ceux qui écrivent dans la langue de leurs colons. Encore une archive. Dans une interview de 2015, elle déclare « La guerre n'a pas changé mon approche de la littérature, mais elle m'a changé, moi. Elle m'a apporté des nouveaux thèmes, des préoccupations et des pensées. Évidemment, elle m'a valu l'exil, un changement de vie, une connaissance plus profonde de la nature humaine. Ce sont des expériences puissantes, mais je n'ai aucune envie de les convertir en mémoire ou en autobiographie. » Dubravka Ugrešić n'a pas écrit de mémoire ni d'autobiographie. Elle bâtissait des édifices cosmopolites, protéiformes. Elle semait le trouble dans les genres académiques, elle inversait les étiquettes, passait facilement du roman à l'essai. À ce sujet, d'ailleurs, elle compare l'écriture d'un roman à la préparation d'un marathon. Une pratique à risque qui demande de la force, du temps, de l'âme et une vision. L'essai, elle voyait plutôt ça comme un sport de combat, rapide, court, immédiat. Un lieu où défouler sa pensée vive, mettre le monde à l'épreuve de ses colères. J'aime sa façon de faire parler les images, d'empiler les ressources, de rassembler dans un même texte des récits oniriques, des bouts d'archives, des commentaires de textes, des biographies fictives, des rencontres avérées, des anecdotes douteuses, des fragments de small talk, des photos. Il faut être patiente. Le chaos s'organise. Le kaléidoscope atteint son point focal. Elle reprend pied là où elle ne l'avait jamais perdu. Je vous avais laissé à Buenos Aires où je tombais sur ma parleuse au hasard d'un livre de Juan Forn. Téléportons-nous à Paris où j'anime une rencontre littéraire. C'est comme ça que je gagne ma vie. Dans les livres de Dubravka, les gens comme moi prennent cher.
Elle était très critique de ces événements, du traitement réservé aux écrivains de seconde zone, ceux dont les pays sont trop compliqués, trop petits pour qu'on s'y intéresse vraiment. Plusieurs chapitres de La Renarde se passent en marge de colloques et de symposiums. À Naples, sur un banc, la narratrice a une longue conversation avec la veuve d'un grand écrivain, ce genre de femme dévouée sans qui l'œuvre du dit mari serait tombée dans l'oubli. Et donc, dans cette conversation, voilà ce qu'elle fait dire à la veuve. Aujourd'hui, les festivals littéraires ne se différencient pas beaucoup des foires moyenâgeuses où le public déambulait de stand en stand, de la valeur de feu aux jongleurs. Aujourd'hui, les écrivains n'embêtent plus le public avec des lectures, ils interviennent. Le public, dont les critères de réception ont été nourris par la télévision et Internet, est de plus en plus illettré. Littérairement parlant, il demande un divertissement rapide et sans ambiguïté. Voilà, je vais à ma rencontre, j'anime mon petit numéro de saltimbanque, ça se passe bien, tout le monde se félicite, peut-être, qui sait, quelques livres seront vendus. La soirée est bonne, mais le lendemain, dans le métro, j'ouvre mon sac et je comprends immédiatement qu'il me manque un objet crucial. Mon carnet Moleskine. Les gens ont des chiens ou des maisons de campagne, moi j'ai un Moleskine. Je le remplace régulièrement, c'est mon refuge, mon ami et ma mémoire aussi. C'est en fait le seul chez moi dont je puisse vraiment parler, un objet important donc. Finalement, c'est dans mes Moleskines que naissent mes histoires. Alors perdre un carnet, c'est un drame. En 20 ans d'ailleurs, ça ne m'était jamais arrivé. Je suis obligée de passer un peu vite sur cette enquête dans l'enquête, mais après 24 heures de recherche intensive, je comprends que c'est mort, je ne retrouverai jamais mon carnet. Je me réveille la nuit en pensant aux histoires que je ne pourrais pas écrire, prisonnière de la gueule de mon Moleskine perdu. Dans La Renarde, Dubravka raconte cette scène. Je me suis retrouvée pour la première fois à Moscou en 1975. J'étais venue de Yougoslavie, aujourd'hui disparue, en Union soviétique, aujourd'hui disparue, grâce à une bourse d'études de 2 semestres. À cette époque, il existait entre la Yougoslavie et l'URSS des programmes d'échange universitaire. Je me souviens de ma première sortie dans le centre de Moscou grâce à une anecdote. J'avais eu besoin d'aller aux toilettes, il n'était pas facile d'entrer dans les restaurants et les cafétérias, car de longues queues s'étiraient devant les entrées. Et il n'y avait quasiment pas de toilettes publiques. J'avais tout de même fini par en trouver, en plein centre. En sortant des cabinets, je m'étais retrouvée entourée par un groupe de tziganes, 4 ou 5 femmes. Je ne comprenais pas ce qu'elles me voulaient. Elles semaient partout autour d'elles de minuscules crachats, me tapotaient doucement l'épaule, me tiraient par la main, ouvraient mes paumes, disaient quelque chose tout en même temps. Puis, elles avaient disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. Hébétée, j'étais sortie dans la rue et j'avais remarqué que j'avais dans la main une petite liasse. J'avais ouvert la main, des tickets de loterie sans valeur en étaient tombés, déchirés au milieu. J'avais inspecté mon sac à main, environ 200 roubles en avaient disparu, l'équivalent à l'époque de 2 salaires soviétiques moyens. La perte de cet argent ne m'avait pas affectée, le moins du monde. Au contraire, il m'avait semblé que, en atterrissant à Moscou, j'avais plongé dans le quotidien du roman de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Tout comme Sofia, l'héroïne de Pilniak contemplait le monde sous un angle tourguenievien, romantique. Je le contemplais, alors du moins, sous un angle bulgakovien. Je suis dévastée par la perte de mon Moleskine, mais à Paris, haut les cœurs. Je décide à mon tour de contempler le monde sous un angle ougréchitchien. Et je plonge dans le quotidien de La Renarde. Je commence par acheter un nouveau carnet à la gare. Il n'a pas la couverture à fleurs de celui que la narratrice offre un jour à sa mère avant de partir en voyage, mais il fera bien l'affaire. Les yeux encore rougis du deuil de son prédécesseur, je monte dans le TGV qui me ramène en Suisse. Je suis triste et bientôt de mauvaise humeur quand je découvre que je suis assise dans un carré de 4, côté couloir, près de la porte automatique. Heureusement, mon voisin d'en face a l'air sage.
C'est un homme, l'âge d'être de la génération de Dubravka. Il lit avec concentration un texte imprimé d'une dizaine de pages. Je sors la renarde de mon sac et reprends ma lecture. Je stabilote à tout va, j'étreide mon nouveau carnet, je hoche religieusement la tête pour souscrire à tout ce qu'elle écrit, je phosphore d'admiration. J'en suis presque à la fin du livre, dans un passage piquant où la narratrice du livre est en déplacement à Turin. Elle doit intervenir à l'école Holden, référence au héros fugueur de l'attrape-cœur. Et cette école existe. Sur Internet, elle se présente comme un lieu dédié à l'enseignement des méthodes de narration et de communication. C'est le genre d'endroit que Dubravka range avec les festivals littéraires et les conférences sur l'exil. Sur l'école Holden, la narratrice a des commentaires explicites. L'école, une école de sorcellerie façon Poudlard, version business et adaptée à son époque, était, d'après les informations de la brochure, divisée en 8 collèges. Dans l'un d'entre eux, le département storytelling, les cours avaient eu lieu en anglais. Et tout aurait eu l'air fabuleux si mon œil ne s'était pas arrêté à un détail. Tous les directeurs de collège étaient des hommes, tous les 8, un esprit artistico-entrepreneur masculin à la tête de chaque collège. Quant aux doyens, certes, il n'avait pas de prétention artistique. C'était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale italienne de volley. Je restais encore quelque temps à feuilleter les brochures à disposition, à présent suivi du regard visiblement inquiet de la jeune secrétaire à la réception. Si bien que je me sentais comme un intrus qui erre dans le Pentagone sans accréditation. Mon attention fut attirée par 2 livres dans la bibliothèque qui appartenaient à la collection Sauve l'Histoire, Rescue the Story. La collection proposait une recette pour sauver de l'oubli les grands chefs-d'œuvre littéraires. Les œuvres étaient confiées aux meilleurs illustrateurs et à des auteurs contemporains célèbres pour qu'ils racontent à leur manière. Les remerciements à la fin de ces albums impressionnants, Special Thanks to Will Shakespeare ou Special Thanks to Nicky Gogol, ne signifiaient qu'une seule chose, que dans un avenir proche, il n'y aurait même plus de remerciements. Le projet Sauve l'Histoire, en effet, ne comportait pas la sous-catégorie Sauve aussi l'auteur. L'école était située dans les bâtiments d'une ancienne usine de bombes, avec une grande cour carrée en son centre. C'est pourquoi la brochure promotionnelle soulignait que le but de l'école était de produire des conteurs à la place des bombes, de former une nouvelle génération de conteurs ouverts sur le monde en exposant ses étudiants au pluralisme des références et des conceptions. Était également mentionnée la cross-fertilisation, transfertilisation, ce qui était censé, j'imagine, vouloir dire la même chose. L'un dans l'autre, la brochure promettait que Holden était une école dont Holden Caulfield n'aurait jamais été renvoyé. Certes, le rédacteur anonyme du texte de la brochure promotionnelle semblait avoir oublié que Holden Caulfield ne serait jamais devenu Holden Caulfield s'il n'avait pas été renvoyé de son école. Je pose le livre sur la tablette du TGV, pensive. C'est le moment que mon voisin choisit pour me dire qu'il est surpris de voir que je lis Dubravka. Puis il ajoute « C'est une très grande autrice, mais en France, elle n'est pas très connue. » Lui la connaît. C'est un ancien diplomate, spécialiste des Balkans. Il enseigne la littérature d'Europe de l'Est à Sciences Po. C'est un drôle de hasard. Ou alors, dirait Dubravka, c'est une affinité poétique. Nous échangeons pendant 1 heure. Je lui présente le concept des parleuses. Il adore. Il voudrait attirer mon attention sur Kapka Kasabova et Teodora Dimova, 2 autrices bulgares que j'ai déjà lues. Il ajoute « Mais elles ne sont pas mortes. Dommage pour le podcast. » Dommage. Nous rions. Dubravka Ugrešić, qui a tellement écrit sur les femmes, sur la place des femmes dans la littérature, aurait bien apprécié cette scène. En aurait-elle fait un chapitre? Et si oui, se serait-elle appuyée sur le livre d'Ira Ferris? Vous ne la connaissez pas, moi non plus, elle l'a probablement inventé. Une femme antique et solitaire, claudicante sur sa canne, qu'elle rencontre dans un festival.
Ira Ferris, nous raconte-t-elle, appartient à cette génération de Russes pour lesquels économiser l'équivalent d'un salaire mensuel pour acheter le Maître et Marguerite au marché noir était quelque chose qui allait de soi. Moi, j'ai connu des gens comme ça. D'après Dubravka, Ira Ferris est l'autrice de ce livre au titre prometteur. The Magnificent Art of Translating Life into a Story and Vice Versa. L'art formidable de traduire la vie en histoire et vice-versa. J'ai cherché le livre d'Ira Ferris. Franchement, il m'aurait bien aidé pour écrire ce texte. Je ne l'ai pas trouvé. À la place, j'ai trouvé un ouvrage de Viviane Gornick, une grande autrice new-yorkaise, The Situation and the Story. Je l'ai lu et je l'ai adoré. C'est un bon exemple de ce que j'appelle l'effet trampoline de la lecture de Dubravka. Le genre de livre qui vous envoie vers d'autres livres. Pour Irina Ferris, j'ai dû me contenter de l'extrait qu'en donne Dubravka. Le véritable plaisir littéraire commence au moment où l'histoire échappe au contrôle de son auteur, quand elle commence à se comporter comme un arroseur automatique pour la pelouse et à fuser dans toutes les directions. Quand l'herbe se met à pousser non grâce à l'humidité, mais grâce à la soif d'une source d'humidité à proximité. Ce type de phrase, c'est le pain béni des autrices comme moi. Je les recopie sur des post-it et je les colle au-dessus de mon bureau. Oui, comme dans les films policiers, quand le détective épingle les éléments de l'enquête sur un tableau de liège. Mon voisin descend à Dijon. Il donne une conférence sur Kafka. Voilà ce qu'il corrigeait sur son texte d'une dizaine de pages. Il me promet d'écouter les parleuses, et j'en profite pour le saluer, parce que s'il tient ses promesses, il écoutera cet épisode. Nous échangeons nos adresses mail. Il n'y a qu'une lettre de différence entre son nom de famille et Varna, la ville d'où part en train la mère de Dubravka, l'année où commence l'histoire que je suis en train de vous raconter. Mon voisin s'en va, je reprends ma lecture de La Renarde. Je suis toujours à l'école Holden. La narratrice est déçue par les élèves. Personne n'a pris la peine de googler son nom avant son arrivée. Ils préfèrent le football à la littérature, c'est plus facile à pitcher. À la question « Quel est votre auteur préféré ?», il lui lâche des réponses lapidaires, peu crédibles. Elle est déjà sur le départ quand une jeune fille la rattrape et lui pose la question suivante. Je ne veux pas vous embêter vraiment, mais est-ce que ça peut s'apprendre, raconter des histoires ? Qu'est-ce que vous en pensez ? M'a semblé que vous étiez un peu sceptique. Cette jeune fille, je vous demande de me croire, répond Kafka quand l'autrice l'interroge sur son auteur préféré. Je lève les yeux de mon livre. Sur le siège d'en face, mon voisin a abandonné un stylo. Vous vous souvenez de la citation d'Isaac Babel ? Une histoire bien construite n'a pas besoin de ressembler à la vraie vie, mais la vie s'efforce toujours de ressembler à une histoire bien construite. Je récupère le stylo de mon voisin, un bon bic noir classique. Était-ce le réel qui venait de tacler le roman, ou était-ce le roman qui venait brouiller le réel ? Dans cette scène où naît l'histoire de cette histoire, le renard a la forme d'un professeur de littérature du sud-est de l'Europe. Promener un regard ugreschitchien sur le monde, ça ressemble peut-être à ça, prendre le train et en tirer une scène. Je pourrais peut-être achever mon histoire sur comment naissent les histoires par mon retour de Kyoto, au moment où le spectaculaire Shinkansen s'approchait de la gare ferroviaire de Tokyo. Cet augmentatif architectural, cette superbe réplique de la gare centrale d'Amsterdam. Le train filait entre les haies de gratte-ciel. Les rayons du soleil perçaient un ciel mélodramatique, encombré de nuages sombres. Les vitres des gratte-ciel reflétaient le Shinkansen en pleine course et les tours de l'autre côté, transformant le paysage réel en un paysage complexifié, démultiplié, kaléidoscopique et surréaliste.
C'était un instant de folie visuelle qui reflétait la réalité plus parfaitement et fidèlement que quoi que ce soit d'autre. Je filais dans un monde augmenté. Dans le wagon étaient assis des hommes-enfants en costume de bureau, avec des coiffures de héros d'animé, et des femmes-enfants qui, de leurs petits doigts fins comme des baguettes, tapotaient sans bruit sur les écrans de leurs jouets informatiques. Ou alors les uns et les autres, hommes et femmes, dormaient, piquant doucement l'air de leur nez charmant. Démultipliés par les reflets dans les vitres des gratte-ciels, des ombres de renards se poursuivaient, jouaient au loup, faisaient la course avec le train. Ils faisaient tournoyer des balles au bout de leur queue, habiles jongleurs, charlatans, roublards, maîtres de l'esbrouf, illusionnistes, des renards avec 1, 3, 5 queues. Les silhouettes de renards flottaient dans les cieux comme des sphères célestes, produisant des étincelles bleues et brasillant comme des pétards. Kitsune. C'était leur orgie illusionniste. C'est à ce moment-là que j'ai senti que mon histoire sur comment naissent les histoires avait fait une boucle pour revenir à son commencement. Semblable à un renard qui, fatigué de jouer, se serait allongé pour se reposer et sombrerait à présent dans le sommeil, en clignant paresseusement des yeux. Dans son sommeil, il suce la pointe de sa propre queue, comme un bébé son pouce. Vraiment, comment naissent les histoires ? Si Dubravka me posait la question, je lui répondrais dans les livres. Oui, c'est dans les livres que naissent les histoires, sous la pelisse épaisse des pages de la renarde. Merci. Bravo, merci. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature etc. Direction Aurélie Olivier. Direction adjointe Mathilde Recton. Prise de son Pauline Guiffard. Ingénieur son Lucie Pillou. Marraine des Parleuses Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.